Sophie avait 48 ans lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait jamais connu un orgasme véritable. Pas en 26 ans de mariage, pas dans ses relations précédentes. Jamais. Et le plus perturbant, ce n'était pas cette découverte en elle-même. C'était de réaliser qu'elle avait simulé l'orgasme pendant des décennies, sans même se demander si c'était normal. Cette révélation a eu lieu lors d'un moment qui semblait tout à fait banal. Une consultation gynécologique de routine. La médecin lui a posé des questions sur sa vie sexuelle. Sophie a donné la réponse automatique qu'elle donnait depuis des années. Tout va bien, c'est normal, pas de problème. Mais cette fois-ci, la médecin a insisté. Elle a posé des questions sur le plaisir, sur l'orgasme, sur le désir réel. Et Sophie n'a pas pu mentir. Pour la première fois depuis des décennies, elle a dit la vérité. Je ne sais pas si j'ai déjà ressenti du vrai plaisir. Ce que Sophie ignorait, c'est que son histoire est terriblement courante. Des études récentes de l'université Paris-Sorbonne révèlent qu'environ 37% des femmes de plus de 45 ans n'ont jamais expérimenté d'orgasme de manière consistante, et que seulement 8% d'entre elles cherchent de l'aide ou remettent en question cette réalité. La plupart acceptent simplement une vie sexuelle sans plaisir comme étant norme. Comme si les femmes mûres ne devaient ni s'attendre à, ni désirer le plaisir. La répression sexuelle de Sophie a commencé très tôt. Elle a grandi dans une famille où la sexualité féminine était traitée comme quelque chose de honteux. Elle a appris que les bonnes femmes ne parlent pas de plaisir sexuel, que le sexe est un devoir conjugal, pas une expérience de connexion ou de découverte, que les femmes convenables ne montrent pas de désir ou ne cherchent pas de satisfaction sexuelle. Ces croyances ont été implantées si profondément qu'elle ne les a jamais remises en question. Elle a simplement vécu des décennies en jouant un rôle sexuel qui n'était pas le sien. Le premier mois après cette consultation a été dévastateur. Sophie a commencé à réaliser combien de zones de sa sexualité étaient complètement endormies. Elle ne savait pas quel type de caresse lui procurait du plaisir, parce qu'elle n'avait jamais exploré. Elle ne connaissait pas son propre corps, parce qu'elle avait appris que le toucher était mal. Elle ne savait pas exprimer son désir, parce qu'elle avait été conditionnée à simplement répondre au désir masculin. Des décennies de conditionnement sexuel l'avaient transformée en une spectatrice de sa propre vie intime. Mais quelque chose a commencé à changer. Lorsque Sophie a découvert les travaux de Silvia Olmedo sur la réappropriation sexuelle à la maturité, Olmedo, psychologue clinicienne spécialisée dans la sexualité féminine, a développé un protocole spécifique pour les femmes qui ont passé des décennies à vivre une sexualité réprimée ou conformée. Et la première vérité qu'elle a présentée était radicale. Vous n'êtes pas brisé. Vous vivez simplement une sexualité qui n'a jamais été la vôtre. Le protocole de réappropriation sexuelle d'Olmedo commence par un concept qui a choqué Sophie. La reconnaissance corporelle, sans objectif. L'idée est simple, mais révolutionnaire pour les femmes conditionnées à la performance sexuelle. Pendant 15 minutes par jour, seule. Sophie devait simplement toucher son propre corps, sans aucun objectif d'excitation ou d'orgasme. Juste connaître sa peau, ses points sensibles, ses réactions naturelles, sans jugement, sans honte, sans précipitation. Pendant les premières semaines, Sophie avait du mal à faire cet exercice sans pleurer. Des décennies de honte corporelle émergeaient à chaque fois qu'elle essayait de se toucher avec curiosité, au lieu de fonctionnalité. Elle réalisait à quel point elle avait intériorisé le message que son corps existait pour être regardé et utilisé par les autres, jamais pour être connue et appréciée par elle-même. Mais graduellement, quelque chose a commencé à se débloquer. Elle a découvert qu'elle avait des points extrêmement sensibles, qu'elle n'avait jamais explorés. Elle a découvert que son corps répondait à des types de caresses complètement différents de ce qu'elle avait expérimenté en des décennies de vie sexuelle. Le deuxième composant du protocole était encore plus défiant. Donner voix au désir silencieux. Olmedo a expliqué que de nombreuses femmes passent des décennies sans même savoir ce qu'elles désirent sexuellement. Parce qu'on leur a appris que désirer est inapproprié,
Sophie devait commencer un journal intime où elle écrirait, sans censure, sur des fantasmes, des curiosités, des peurs, des désirs, tout ce qui avait été silencé pendant des années. Les premiers jours du journal étaient presque vides. Sophie réalisait qu'elle n'avait pas le langage pour parler de désir, qu'elle n'avait pas la permission interne d'imaginer des scènes de plaisir, mais lentement, timidement, des mots ont commencé à surgir, des curiosités sur des pratiques qu'elle n'avait jamais expérimentées, des souvenirs de moments où elle avait ressenti une étincelle d'excitation réelle, qui avait été immédiatement réprimée, des colères anciennes, face à des situations où son plaisir avait été complètement ignoré. Le journal est devenu un espace SR, où sa sexualité réelle a commencé à émerger. 3 mois après avoir commencé le protocole, Sophie a pris la décision la plus difficile, parler à son mari pendant 26 ans de mariage. Elle n'avait jamais parlé honnêtement de sexe. Elle avait toujours simulé, toujours s'était adaptée, toujours avait priorisé le plaisir de son mari sur sa propre exploration. Maintenant, elle devait dire la vérité. Elle a préparé la conversation avec soin, en utilisant les techniques de communication sexuelle qu'Olmedo enseigne. La conversation a été dévastatrice, mais nécessaire. Sophie a expliqué qu'elle était en train de redécouvrir sa sexualité et qu'elle avait besoin d'espace pour expérimenter sans pression, qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait, mais qu'elle savait avec certitude ce qu'elle ne voulait plus, un sexe automatique, répétitif, axé uniquement sur la performance et l'orgasme masculin. Elle avait besoin de temps, de patience, de curiosité. Elle avait besoin que le sexe devienne un espace de découverte. Pas d'exécution de rôle. La réaction de son mari a surpris Sophie. Il a admis qu'il avait toujours senti qu'elle n'était pas vraiment présente pendant le sexe, mais qu'il n'avait jamais su comment aborder le sujet. Il a avoué qu'il était également fatigué du sexe mécanique et qu'il était prêt à explorer quelque chose de différent. Cette vulnérabilité mutuelle a ouvert une porte qui était fermée à clé depuis des décennies. Les mois suivants ont été de déconstruction et de reconstruction. Sophie et son mari ont commencé à explorer l'intimité de manière complètement nouvelle. Des soirées entières de caresses, sans objectif d'orgasme. Des conversations profondes sur des fantasmes et des peurs. Une expérimentation graduelle avec des pratiques que Sophie avait toujours eu envie d'essayer, mais qu'elle n'avait jamais osé mentionner. Et pour la première fois depuis des décennies, Sophie a commencé à ressentir un vrai plaisir sexuel. Le premier orgasme véritable de Sophie a eu lieu 6 mois après avoir commencé le protocole. Elle avait 48 ans, et la sensation n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, psychologique, spirituelle. C'était la sensation de finalement habiter son propre corps, de finalement avoir la permission de sentir, de finalement briser des décennies de conditionnement. Il l'avait transformée en une actrice de sa propre vie sexuelle. Mais le protocole d'Olmedo ne se termine pas avec l'orgasme. En fait, ce n'est que la 2e phase. La 3e phase concerne l'intégration. Comment vivre une sexualité authentique de manière durable. Pas seulement dans des moments isolés de découverte, mais comme une partie intégrale de l'identité. Et cette phase présente des défis uniques. Sophie a commencé à percevoir comment sa répression sexuelle était liée à des répressions dans d'autres domaines de sa vie. Elle a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Elle a toujours recherché l'approbation extérieure au lieu de la satisfaction intérieure. Elle a toujours joué des rôles au lieu d'exprimer son authenticité. La réappropriation sexuelle exposait un schéma beaucoup plus vaste d'abandon de soi. Silvia Olmedo appelle cela la dissociation vitale. C'est quand une femme passe des décennies à vivre une vie qui n'est pas la sienne, dans des relations qui ne la nourrissent pas, en remplissant des rôles qu'elle n'a pas choisis. La sexualité réprimée n'est qu'un symptôme. Le vrai problème est la déconnexion profonde entre qui elle est réellement et comment elle vit. Le protocole d'intégration de Silvia Olmedo comporte 5 éléments principaux. Le premier est un audit d'authenticité.
Examiner chaque domaine de la vie et se demander « Est-ce vraiment le mien ou est-ce juste de la conformité ?» Deuxièmement, la permission de désirer dans tous les domaines, pas seulement sexuels. Troisièmement, la pratique de la non-conformité graduelle. Commencer à dire non aux choses qui ne nourrissent pas et oui aux choses qu'on désire. Quatrièmement, une communauté de soutien. Trouver d'autres femmes engagées dans des parcours similaires. Cinquièmement, un engagement envers le plaisir comme un droit, pas comme un luxe occasionnel. Sophie a appliqué ces éléments méticuleusement. Elle a réalisé qu'elle travaillait dans un emploi qu'elle détestait uniquement par sécurité, qu'elle entretenait des amitiés qui l'épuisaient par obligation sociale, qu'elle vivait dans une routine qui n'avait pas de place pour la joie ou la curiosité. La réappropriation sexuelle avait révélé un schéma beaucoup plus vaste de vie non vécue. Une vie mise de côté. Les changements ont commencé petits, mais radicaux. Sophie a commencé à réserver une matinée par semaine, rien que pour elle, à faire des choses qu'elle désirait vraiment. Elle a commencé à dire non aux événements sociaux qui l'épuisaient. Elle a commencé à explorer d'anciens loisirs qu'elle avait abandonnés quand elle s'est mariée. Et elle a réalisé quelque chose de surprenant. Plus elle devenait authentique dans d'autres domaines de sa vie, plus sa sexualité devenait profonde et satisfaisante. À 50 ans, 2 ans après avoir commencé le protocole, Sophie était méconnaissable. Pas physiquement, mais énergétiquement. Elle irradiait une confiance tranquille qui vient de finalement habiter sa propre vie. Sa vie sexuelle était vibrante, curieuse, profondément satisfaisante. Mais plus important encore, elle avait développé une relation complètement nouvelle avec le plaisir. Le désir et l'authenticité dans tous les domaines de l'existence. L'histoire de Sophie illustre un phénomène que Silvia Olmedo documente de manière constante. Les femmes qui se réapproprient leur sexualité à la maturité expérimentent souvent une transformation complète de leur identité. Parce que se reconnecter avec le désir sexuel, c'est se reconnecter avec une vitalité essentielle qui a été supprimée pendant des décennies. Mais il est important de comprendre les obstacles spécifiques auxquels les femmes matures sont confrontées dans ce parcours. Silvia Olmedo identifie 5 blocages principaux qui empêchent la réappropriation sexuelle après des décennies de répression. Blocage numéro 1. La honte corporelle accumulée. Des décennies de messages culturels sur les corps féminins vieillissants, perdant de la valeur, devenant inadéquats. Les femmes internalisent qu'après un certain âge, la sexualité est inappropriée ou ridicule. Ce blocage exige une déconstruction active des narrations culturelles sur l'âge et le désir. Il faut se libérer de ces chaînes. Blocage numéro 2, le trauma sexuel non traité. Beaucoup de femmes portent des expériences de coercition, d'abus ou de violations qui n'ont jamais été correctement traitées. Ces traumas créent des associations inconscientes entre intimité et danger. Une réappropriation sexuelle. Sécurisée, nécessite un travail thérapeutique, spécialisé. Blocage numéro 3. L'identité fixe. Après des décennies à vivre un certain rôle sexuel, changer semble impossible ou dangereux. Il y a la peur que l'expression d'une sexualité différente détruise une relation ou une identité construite. Ce blocage nécessite une reconstruction graduelle de la conception de soi. Il faut se permettre d'évoluer. Blocage numéro 4, le manque de modèles. Les femmes matures voient rarement des représentations positives de la sexualité féminine après 45 ans. La narration culturelle est que la sexualité féminine se termine avec la ménopause. Sans modèle de sexualité mature vibrante, les femmes n'arrivent pas à imaginer des possibilités différentes. Blocage numéro 5. Les partenaires résistants. Beaucoup de relations longues ont établi des schémas sexuels rigides. Quand une femme essaie de changer la dynamique, elle peut rencontrer de la résistance, de la confusion ou même de l'hostilité. Naviguer cette résistance nécessite des compétences de communication et parfois une thérapie de couple. Sophie a affronté tous ces blocages.
La honte corporelle était intense. Elle portait un trauma sexuel non reconnu d'expérience de coercition dans ses premières relations. Son identité comme épouse conformée était profondément enracinée. Elle ne connaissait aucune femme qui parlait ouvertement de réappropriation sexuelle à la maturité. Et initialement, son mari a eu du mal avec les changements qu'elle proposait. Surmonter ces blocages n'a pas été linéaire. Il y a eu des régressions, des moments de doute profond, des périodes où revenir aux anciens schémas semblait plus facile. Mais Sophie a développé quelque chose que Silvia Olmedo considère comme essentiel pour une transformation durable. Un engagement inébranlable envers sa propre vérité. Cet engagement signifiait que même quand c'était difficile, effrayant ou solitaire, Sophie continuait à choisir l'authenticité plutôt que la conformité. Continuait à choisir l'exploration plutôt que la sécurité. Continuait à choisir la vitalité plutôt que l'acceptation passive. Le parcours de Sophie n'est pas unique. Silvia Olmedo documente des cas similaires qui révèlent un des schémas fascinants sur la réappropriation sexuelle à la maturité. Considérez Isabelle, 52 ans, qui a découvert son orientation bisexuelle après 28 ans de mariage hétérosexuel. Ou Camille, 47 ans, qui a réalisé qu'elle n'avait jamais vraiment désiré de sexe pénétratif, mais qu'elle l'avait simulé pendant des décennies parce qu'elle pensait que c'était obligatoire. Ou Thérèse, 55 ans, qui a découvert que sa véraille sexualité était profondément connectée à des pratiques tantriques et à la spiritualité. Quelque chose de complètement absent de ses expériences sexuelles antérieures. Chacune de ces femmes a traversé un processus similaire de réveil douloureux, suivi d'une réappropriation libératrice, et chacune a affronté un jugement social significatif. Isabelle a été accusée d'être en crise de la cinquantaine quand elle a commencé à explorer des relations avec des femmes. Camille a été traitée de frigide quand elle a exprimé qu'elle n'aimait pas certaines pratiques sexuelles. Thérèse a été ridiculisée quand elle a commencé à parler de sexualité sacrée. Le message social était clair. Les femmes matures ne devraient pas être en train d'explorer ou de changer leur sexualité. Elles devraient accepter ce qui a toujours été. Mais Silvia Olmedo a identifié quelque chose de crucial dans ces cas. La résistance sociale ne vient pas d'une préoccupation véritable. Elle vient de la menace que les femmes sexuellement autonomes représentent pour les structures sociales qui dépendent de la conformité féminine. Quand les femmes commencent à prioriser leur propre plaisir plutôt que l'approbation sociale, des structures entières commencent à trembler. La neuroscience derrière la réappropriation sexuelle est fascinante. Les recherches de l'Institut Kinsey, de l'Université Paris-Sorbonne, montrent que le cerveau féminin conserve une plasticité sexuelle significative tout au long de la vie, contrairement aux vieilles croyances. Les zones du cerveau responsables du plaisir sexuel peuvent être réactivées et même développées, même après des décennies de dormance. Ce qui change, ce n'est pas la capacité biologique au plaisir, mais le conditionnement psychologique qui bloque l'accès à cette capacité. Des études de neuroimagerie chez des femmes post-ménopausées montrent une activation cérébrale pendant l'excitation sexuelle équivalente, voire supérieure à celle de femmes plus jeunes. Quand des facteurs psychologiques comme la honte et l'anxiété de performance sont supprimés, le problème n'a jamais été biologique. Il a toujours été culturel et psychologique. Silvia Olmedo utilise ces découvertes pour combattre la narration dominante selon laquelle le désir sexuel féminin diminue naturellement avec l'âge. La vérité est plus nuancée. Le désir sexuel authentique augmente souvent avec la maturité. Quand les femmes ont enfin le courage et l'autonomie d'explorer ce qu'elles désirent vraiment, libérées des pressions reproductives et des attentes sociales de la jeunesse. Mais la réappropriation sexuelle à la maturité présente des pièges spécifiques qu'il faut éviter. Silvia Olmedo identifie 5 erreurs critiques qui peuvent saboter le processus. Erreur numéro 1. La hâte d'obtenir des résultats. Beaucoup de femmes abordent la réappropriation sexuelle comme un projet avec un délai. Elles veulent un orgasme en 6 semaines. Une vie sexuelle transformée en 3 mois. Mais des décennies de répression ne peuvent pas être défaites rapidement.
La hâte crée une pression, et la pression recrée exactement la dynamique de performance qui doit être déconstruite. Le processus requiert une patience radicale et l'acceptation que le progrès n'est pas linéaire. Erreur numéro 2. Se concentrer uniquement sur les techniques sexuelles. Certaines femmes pensent que la réappropriation sexuelle consiste à apprendre de nouvelles positions ou à acheter des jouets érotiques, mais sans un travail psychologique profond. Pour déconstruire la honte et se reconnecter avec un désir authentique, les techniques sont superficielles. C'est comme décorer une maison avec des fondations fissurées. La véritable transformation se produit au niveau de l'identité et du concept de soi, pas seulement du comportement sexuel. Erreur numéro 3. Faire ça seul, sans soutien. La réappropriation sexuelle après des décennies de répression est un processus émotionnellement intense. Il y aura des moments de honte, dévastatrices, de colère ancienne, émergents, de tristesse profonde pour les années perdues. Tenter de traiter ça complètement seul est dangereux. Un soutien thérapeutique spécialisé et une communauté de femmes dans des parcours similaires sont essentiels. Erreur numéro 4. Blâmer le partenaire. Il est tentant de mettre toute la responsabilité de la répression sexuelle sur le partenaire. Et parfois, les partenaires sont de fait problématiques. Mais souvent, les deux étaient pris au piège dans des schémas de conformité sexuelle. Aborder le voyage avec curiosité sur comment créer quelque chose de nouveau ensemble, au lieu de ressentiment sur ce qui a été, crée des possibilités beaucoup plus grandes de transformation relationnelle. Erreur numéro 5. Abandonner au premier obstacle. La réappropriation sexuelle n'est pas un voyage en douceur. Il y aura des moments de stagnation, de régression, de doute profond. Le corps peut ne pas répondre comme prévu. Le partenaire peut résister. Des émotions difficiles peuvent émerger. Beaucoup de femmes abandonnent dans ces moments, concluant que la transformation n'est pas possible, mais les obstacles font partie normale du processus. Pas un signal d'échec. Sophie a commis plusieurs de ces erreurs. Initialement, elle était pressée d'obtenir des résultats. Et elle était frustrée quand le progrès était lent. Elle a passé des mois à se concentrer uniquement sur les techniques sans faire de travail psychologique profond. Elle a tenté de faire tout ça seule avant de chercher une thérapie. Il y a eu des périodes où elle a blâmé son mari pour tout, et elle a presque abandonné plusieurs fois quand elle a rencontré des obstacles. Apprendre à éviter ou à corriger ses erreurs a été une partie cruciale de son parcours. Un aspect particulièrement difficile de la réappropriation sexuelle à la maturité est de naviguer les changements dans la dynamique relationnelle. Quand une femme qui a passé des décennies à être sexuellement passive ou conformée soudainement commence à exprimer un désir actif et à faire des demandes spécifiques, ça peut déstabiliser une relation entière. Le mari de Sophie a initialement réagi positivement. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient et que les changements s'approfondissaient, il a commencé à se sentir insécure. Il était habitué à être l'initiateur sexuel, celui qui savait quoi faire. Soudain, Sophie était en train de le guider, d'expérimenter, de faire des demandes qu'il n'avait jamais considérées. Il s'est senti menacé et inadéquat. Sylvia Olmedo enseigne que cette résistance du partenaire est extrêmement commune et doit être abordée avec compassion, mais aussi fermeté. La compassion vient de reconnaître que les changements dans une dynamique sexuelle établie sont effrayants pour tous ceux qui sont impliqués. La fermeté vient de ne pas permettre que l'insécurité du partenaire sabote la réappropriation de la femme. Sophie et son mari ont fait une thérapie de couple, focalisée spécifiquement sur la navigation de la transformation sexuelle. Le thérapeute a aidé le mari à comprendre que la sexualité plus active et spécifique de Sophie n'était pas une critique envers lui, mais une expression de confiance croissante en elle-même. Il a aidé Sophie à communiquer ses besoins, sans culpabilité, mais aussi sans s'excuser d'avoir des besoins. Le processus a été difficile. Il y a eu des sessions où des émotions anciennes ont explosé.
le mari a admis des ressentiments sur d'autres aspects du mariage qui avaient été enterrés. Sophie a confronté des schémas de passivité qui allaient bien au-delà du sexuel, mais graduellement, ils ont commencé à construire une dynamique relationnelle complètement nouvelle, basée sur l'authenticité mutuelle au lieu de rôles rigides. Toutes les relations ne survivent pas à ce type de transformation. Silvia Olmedo documente des cas où la réappropriation sexuelle de la femme a révélé des incompatibilités fondamentales qui étaient masquées par la conformité. Certaines femmes découvrent qu'elles ne veulent plus être dans une relation qui a exigé tellement d'auto-abandon. D'autres découvrent des préférences sexuelles qui ne peuvent pas être satisfaites au sein de la relation actuelle. Ces situations sont douloureuses, mais Silvia Olmedo argumente qu'elles sont honnêtes. Vivre des décennies dans une relation basée sur la conformité au lieu de l'authenticité n'est pas une vertu. Parfois, la réappropriation sexuelle est un catalyseur pour la reconnaissance que des changements relationnels plus importants sont nécessaires. Et ça, bien que effrayant, fait partie de vivre avec intégrité. La dimension communautaire de la réappropriation sexuelle est souvent sous-estimée. Les femmes matures qui sont en train de redécouvrir leur sexualité après des décennies de répression ont besoin d'espaces SRS pour partager leurs expériences, poser des questions, traiter la honte. Mais ces espaces sont rares. Sophie a trouvé un groupe de soutien en ligne, animé par une thérapeute formée aux méthodes de Silvia Olmedo. Le groupe comptait 8 femmes, âgées de 45 à 58 ans, toutes dans des parcours de réappropriation sexuelle. Les premières sessions étaient chargées de honte. Les femmes avaient à peine le courage de faire un contact visuel en parlant de sexualité. Mais graduellement, au fur et à mesure que la confiance se construisait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les femmes ont commencé à partager des vérités qu'elles n'avaient jamais confiées à personne. Une femme a admis avoir simulé l'orgasme pendant 32 ans de mariage. Une autre a révélé avoir découvert son goût pour les pratiques BDSM à 53 ans. Une autre a avoué n'avoir jamais osé se masturber, car elle pensait que c'était un péché. La diversité des expériences était vaste, mais le schéma était toujours le même, des décennies de silence, de honte et de conformité. Ce que le groupe offrait, ce n'était pas seulement de l'information, mais une normalisation. Le fait de voir d'autres femmes mûres parler ouvertement de leur réappropriation sexuelle brisait un isolement profond. Réaliser que des expériences qui semblaient uniques et honteuses étaient en réalité courantes créait un sentiment de possibilité. Si d'autres femmes transformaient leur sexualité à 50, 55, 58 ans, alors c'était possible. Le groupe offrait également une responsabilisation. Dans les moments où Sophie voulait abandonner, elle savait qu'elle devrait rendre compte au groupe. Cela créait une motivation extérieure pour continuer, même lorsque la motivation intérieure faiblissait. Et inversement, lorsque Sophie avait des victoires petites mais significatives, elle avait une communauté avec qui célébrer. Silvia Olmedo souligne que la réappropriation sexuelle à la maturité ne devrait pas être un voyage solitaire. Les femmes ont besoin d'autres femmes qui comprennent les défis spécifiques de cette phase de la vie. Elles ont besoin de modèles de sexualité matures et vibrantes. Elles ont besoin d'espaces où elles peuvent être vulnérables face à leurs peurs et célébrer leur réussite sans jugement. Il y a aussi une dimension culturelle profonde dans ce voyage. Les récits sociaux sur la sexualité féminine mature sont majoritairement négatifs. Les femmes ménopausées sont dépeintes comme asexuées, indésirables, insignifiantes. Lorsque des femmes mûres expriment une sexualité active, elles sont souvent ridiculisées ou pathologisées. Sophie a été confrontée à cela directement lorsqu'elle a commencé à parler plus ouvertement de son cheminement. Une amie a suggéré qu'elle traversait une crise de la quarantaine. Une autre a insinué qu'elle devait tromper son mari, parce qu'aucune femme mariée depuis si longtemps ne s'intéresse soudainement autant au sexe. Le message implicite était clair. Les femmes mûres devraient accepter une sexualité diminuée ou absente comme naturelle et appropriée. Mais Silvia Olmedo affirme que ces récits servent une fonction sociale spécifique: maintenir les femmes mûres conformes et silencieuses.
Les femmes qui découvrent un pouvoir sexuel à la maturité découvrent souvent un pouvoir dans d'autres domaines également. Elles commencent à remettre en question d'autres aspects de leur vie où elles se sont conformées. Elles commencent à faire des demandes, à établir des limites, à prioriser leur propre satisfaction. C'est menaçant pour les structures sociales et familiales qui dépendent de l'abnégation féminine. Par conséquent, la réappropriation sexuelle à la maturité est toujours, à un certain niveau, un acte politique. C'est un refus des récits culturels qui disent que les femmes mûres devraient disparaître silencieusement. C'est une affirmation que le plaisir, le désir et la vitalité sont des droits à toutes les étapes de la vie, pas des privilèges de la jeunesse. 3 ans après avoir commencé son voyage, Sophie réfléchit aux transformations qui vont bien au-delà du sexuel. Elle a quitté son emploi qu'elle détestait et a démarré une petite entreprise en faisant quelque chose qu'elle aime. Elle a mis fin à des amitiés toxiques et a cultivé des connexions plus profondes. Elle a établi des limites fermes avec sa famille élargie, qu'il a toujours traitée comme une servante. Elle a commencé à pratiquer des loisirs qu'elle avait abandonnés il y a des décennies, et sa vie sexuelle continue d'évoluer. Elle et son mari découvrent encore de nouvelles choses l'un sur l'autre et sur l'intimité. Il y a des pratiques qu'ils essaient et rejettent, d'autres qui deviennent favorites. Il y a des conversations difficiles qu'ils doivent avoir, des vulnérabilités qu'ils doivent partager. Mais la différence fondamentale est que maintenant tout vient d'un lieu d'authenticité, pas de conformité. Sophie est également devenue une voix pour d'autres femmes. Elle parle ouvertement de son parcours, non pas pour se vanter, mais pour offrir une permission. Permission aux femmes de 45, 50, 55, 60 ans de se demander si elles vivent réellement la sexualité qu'elles désirent, ou si elles se conforment simplement. Permission de commencer un voyage de réappropriation, peu importe combien de temps s'est écoulé. Permission de prioriser leur propre plaisir sans honte. Les réponses qu'elle reçoit sont révélatrices. Des femmes envoient des messages privés en confessant qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme, qu'elles sont en couple depuis des décennies, mais n'ont jamais ressenti de désir réel, qu'elles ont des curiosités sexuelles qu'elles n'ont jamais osé explorer, qu'elles pensent constamment à ce que ce serait différent si elles avaient le courage de changer. La quantité de répression sexuelle silencieuse est stupéfiante. Mais il y a aussi des messages d'espoir. Des femmes qui ont commencé leur propre voyage de réappropriation après avoir entendu l'histoire de Sophie, qui ont des conversations honnêtes avec leur partenaire pour la première fois, qui recherchent une thérapie spécialisée, qui rejoignent des groupes de soutien, qui choisissent l'authenticité plutôt que la conformité, qui découvrent qu'il n'est jamais trop tard pour habiter pleinement leur propre vie. Silvia Olmedo souligne que chaque voyage est unique. Il n'y a pas de protocole rigide qui fonctionne pour tout le monde. Certaines femmes ont besoin d'années de thérapie avant de toucher leur propre corps sans honte. D'autres font des progrès rapides. Certaines découvrent qu'elles veulent une sexualité radicalement différente de ce qu'elles ont vécu. D'autres découvrent qu'elles aiment des éléments de la sexualité qu'elles avaient, veulent juste plus de présence et d'authenticité. Ce qui est universel, c'est le besoin de courage. Courage pour remettre en question les récits qui ont été acceptés pendant des décennies. Courage pour admettre des vérités douloureuses sur le plaisir non ressenti et le désir non exprimé. Courage pour commencer un processus d'exploration, même sans savoir où cela mènera. Courage pour prioriser sa propre vitalité, même lorsque les autres résistent. Courage pour vivre avec intégrité sexuelle, même quand il est plus facile de se conformer. Sophie regarde en arrière et voit clairement le point de bascule. C'était cette consultation gynécologique où pour la première fois elle a dit la vérité. Je ne sais pas si j'ai déjà ressenti du plaisir vraiment. Ce moment d'honnêteté radicale a ouvert une porte qui était verrouillée depuis des décennies. Et de l'autre côté de cette porte se trouvait une vie qu'elle pouvait à peine imaginer. Une vie d'authenticité sexuelle, de vitalité émotionnelle, d'intégrité relationnelle. Une vie qui était vraiment la sienne. Le message de Silvia Olmedo aux femmes mûres qui ont vécu des décennies de répression sexuelle
est simple mais profond. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas trop vieille. Vous n'avez pas perdu votre chance. Votre corps est encore capable de plaisir profond. Votre désir est toujours vivant, juste endormi. Votre sexualité authentique attend encore d'être découverte. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre la vérité sexuelle qui est la vôtre. La réappropriation sexuelle à 48 ans, à 52 ans, à 58 ans n'est pas un retour à quelque chose de perdu. C'est la découverte de quelque chose qui n'a jamais été autorisé à exister. C'est la naissance d'une sexualité mature, consciente, intégrée, qui n'est possible qu'avec la sagesse et le courage qui viennent de l'expérience de la vie. C'est peut-être la transformation la plus radicale et la plus libératrice qu'une femme à la maturité peut expérimenter. Parce que lorsque vous habitez enfin votre propre corps, avec plaisir et authenticité, vous habitez enfin votre propre vie. C'est un nouveau chapitre, une renaissance, une opportunité de redéfinir ce que signifie être une femme, une personne, et de vraiment vivre, et pas seulement exister. Sylvia Olmedo souligne que cette réappropriation est un droit, pas un luxe, et que chaque femme, quel que soit son âge, a le potentiel de découvrir ou de redécouvrir cette part essentielle d'elle-même. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de devenir pleinement celle que vous êtes censée être, de laisser tomber les masques, les attentes, et de vous accepter pleinement avec vos désirs, vos besoins et votre vérité. C'est un voyage, un cheminement personnel qui demande du courage, de l'honnêteté et une ouverture d'esprit. Mais les récompenses sont incommensurables. Une plus grande confiance en soi, une meilleure estime de soi, des relations plus épanouissantes et une joie de vivre renouvelée. Alors, respirez profondément, soyez curieuse et osez explorer votre propre jardin secret. Les fleurs qui y éclosent pourraient bien vous surprendre et vous enchanter à jamais